Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter, mais surtout de découvrir avec vous le jeu Inish. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant la boîte de Inish, ce jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée approximative de 60 minutes dans sa version française présentement qui nous est offerte par Matago. C'est un jeu de Christian Martinez qu'on connaît entre autres pour avoir travaillé en partenariat avec Bruno Catala sur un jeu de 2016 qui s'appelait Fourberie. Alors ici dans Inish on est vraiment ailleurs. On est vraiment dans un autre style de jeu, dans un autre univers. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler de l'illustration sur le couvercle de la boîte, sur le dessus, qui ne fera malheureusement pas l'unanimité. Certains trouvent ces illustrations peu attrayante, alors que pour moi personnellement je suis très fan de ce genre d'illustration. Je trouve que c'est particulier, que les teintes, tout ça, les couleurs, les traits également sont très audacieux. J'aime beaucoup. D'ailleurs, si on retourne la boîte pour avoir un peu plus d'informations, on remarquera les noms des illustrateurs juste ici, Jim Fitzpatrick et Dimitri Bielak. Je n'ai aucune idée de sur quoi Dimitri Bielak a pu travailler par le passé. Cependant, certains reconnaîtront peut-être le nom de Jim Fitzpatrick, qui est un artiste, si on veut, qui est entre autres connu pour la très célèbre illustration de Che Guevara en noir et blanc. Alors je trouve que c'est franchement un coup de maître d'avoir eu un artiste comme ça. Travailler sur un jeu de société, c'est probablement le seul jeu sur lequel il travaillera pendant sa carrière, peut-être dans l'extension de ce dernier qui arrive bientôt également, mais je trouvais que c'était vraiment franchement sympathique et ça méritait la peine d'être souligné. Alors dans Inish, côté thématique, on nous dit plongez au cœur des légendes celtiques à l'avant du navire, vous scrutez la brume qui se dissipe et révèle enfin les nouvelles terres tant attendues. La clameur se répand dans toute la flotte. Une nouvelle ère de prospérité s'offre à vos clans. Comme vous, d'autres chefs font partie de l'expédition. Il sera bientôt l'heure du grand conseil qui choisira le haut roi d'Inish. Alors ici, on a un peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'il est possible de faire dans le jeu et les matériaux juste ici, mais nous allons avoir une vraie idée de ce qui se trouve dans la boîte en ouvrant celle-ci ensemble. Alors, allons explorer effectivement les confins celtiques. Alors, première chose qu'on remarque en ouvrant la boîte, c'est ce petit livret de règles qui m'a bien étonné en fait parce que j'ai avant de filmer cette vidéo ouvert la boîte. C'est rare que je fais ça avant de tourner un déballage, mais j'étais trop curieux de constater combien de pages de combien de pages était composé ce livret de règles. Alors, on remarque ici, bon, les informations concernant le matériel, un peu de thématique, d'informations, du flafla, des informations sur le fonctionnement des cartes. Ici commence la mise en place à la page 5. On a ensuite le principe d'un chef de territoire, la composition d'un round habituel, la phase 2, la phase de la saison. Alors ici, les différentes possibilités. On peut jouer une carte saison, passer, on peut se déclarer prétendant. Alors, on continue. Les conflits, comment est-ce qu'on doit résoudre ça? Parce que oui, il peut y avoir des affrontements, même si le jeu ne tourne pas entièrement autour des attaques et des agressions armées. La fin du conflit, les conditions de victoire, la fin de la partie, et voilà, c'est terminé. On a commencé à expliquer la mise en place à la page 5 et à la page 10. C'est conclu, c'est dans la boîte. On a les variantes pour 2 joueurs, les quelques termes, les remerciements, et c'est la fin. Alors franchement, ce qui m'étonne le plus de ce jeu, c'est bien certainement à quel point ce livret est concis et à quel point on a ici un jeu qui semble être très profond, mais dans une mise en application qui se veut très simple. Dans la boîte, on a ensuite une panoplie de feuilles de carton.
avec ces... Oh, bon, voilà, ça se détache tout seul, mes amis. Oh, wow, j'aime vraiment le sentiment de dépunchage. C'est d'une bonne épaisseur. Alors, très bien, ici, on a des petits jetons de harpe ou de lyre plutôt. Je n'ai aucune idée à quoi ça peut servir. Et nous avons surtout ces tuiles territoires qui vont composer notre plateau de jeu, qui ont des formes très ésotériques, des formes très particulières, uniques. C'est franchement génial. Ça fait très différent des tuiles hexagonales qu'on place de façon mécanique sur la table. Alors j'aime beaucoup ces formes uniques et j'aime davantage encore le fait qu'on ait décidé de ne pas illustrer nécessairement le paysage vu de haut avec des tuiles qui s'agenceraient côte à côte et que donc l'espèce de panorama pourrait se continuer un peu à la Scythe si on veut, mais qu'on ait plutôt décidé d'illustrer le paysage comme si on était, et même si la montagne qui est juste ici ne semble pas vraiment être à côté de la plaine et qu'on voit vraiment la différence entre les deux territoires, je trouve ça magnifique. On a certains territoires qui ont des petites notifications. Par exemple, quand un joueur déplace des clans sur une montagne, il perd l'un de ses clans ou se défausse d'une carte action. Parce que, bien évidemment, la montée, l'ascension du mont Everest, eh bien, ce n'est pas chose facile. Il y aura probablement des pertes d'hommes. On a d'autres territoires ici, les terres des brumes et les prairies. Encore une fois, je suis vraiment vendu à l'idée d'avoir ces tuiles qui vont former une carte, un plateau qui sera majestueux. Regardez-moi ça. J'ai tellement hâte de déplacer mes petits personnages là-dessus. Waouh, que c'est merveilleux. Et on a vraiment une bonne épaisseur de tuiles également. Un endos qui est correct, qui est très bien. Et on a donc d'autres tuiles de lyre ou de harpe. Je n'ai jamais vraiment su la différence entre les deux. Donc si vous, dans ma tête, une lyre et une harpe, c'est la même chose. Si vous connaissez la différence ou que vous êtes plus rapide que moi pour le vérifier sur Wikipédia, vous pourrez me le noter dans les commentaires sous la vidéo. Je ne vais pas dépuncher toutes ces tuiles, à moins qu'elles se fassent d'elles-mêmes, mais on va tout simplement regarder. Nous avons la mine de sel, la mine de fer. Bon, comme je le disais, elles ont l'air de suivre automatiquement. À ce rythme, on aura dépunché le jeu ensemble d'ici la fin de cette vidéo. Nous avons, je vais essayer de tout récupérer à la place. Nous avons le Val perdu juste ici, ainsi que la vallée. Petit jeton ici d'un combattant, j'ai aucune idée à quoi ça fait référence. On a le plateau, la porte de Tir Nanog, avec encore des précisions particulières. On a ici l'anse et les collines avec d'autres jetons. Nous avons deux feuilles qui semblent être collées ensemble, que je vais devoir essayer de séparer par la force brute. Nous avons juste ici les marais. Nous avons la lande juste ici. Et les deux dernières, les forêts. Oh, ces tuiles tombent comme des feuilles, je vous le dis. Et le cromlech, qui semble être une espèce de lieu de culte, un peu à la Stonehenge, si on veut. Alors, intéressant d'avoir ces lieux qui se retrouvent dans la thématique, mais à la fois dans le jeu. Au fin fond de cette boîte, si on fait un peu de place avec les tuiles que nous avons détachées, nous avons d'autres composantes. Alors, je vais faire un peu de place de cette façon pour qu'on puisse avoir un coup d'œil au fond de la boîte. Nous avons d'abord les figurines que j'ai bien hâte de voir parce que la plupart des jeux de figurines de ce style ont des figurines qui peuvent avoir soit des figurines assez légères d'un plastique de faible qualité, mais celle-ci semble vraiment bien, d'accord, quand même assez détaillé, d'une bonne grosseur également pour ce style de jeu. Je crois que la découpe ou la structure des figurines est la même pour chaque couleur. On a toutefois différents moules, donc différents
personnages, si on veut. Donc, dans différentes poses, ce qui est tout de même une attention qui est bien. Je crois toutefois que ces personnages ont tous les mêmes habilités ou quoi que ce soit. C'est simplement leur pose qui est différente. On aura certainement, je crois, comme c'est le cas juste ici, je ne sais pas si vous le voyez, quelques figurines qui, avec le temps, laissées dans ces petits sacs de façon un peu serrée, auront tordu. Mais ce n'est pas grave, hein? Ça peut se régler très facilement avec un peu d'eau chaude. Alors voilà nos 4 couleurs. Mais ce qui m'impressionne, ou du moins ce qui m'intrigue, ce sont ces tuiles sanctuaire, forteresse et capitale, je crois. Alors si on déverse ça dans la boîte, de toute façon ça ne restera pas au fond de la boîte comme ça, je vous le rassure. On a 3 différents modèles. Nous avons ici, je crois, les sanctuaires. Ce qui m'impressionne, c'est vraiment la composante, le poids de ce plastique. C'est vraiment des petites figurines qui sont lourdes, qui sont bien remplies. Qualité vraiment très très bonne pour cela. Alors les sanctuaires qui serviront, je crois que c'est l'une des conditions de fin de partie de contrôler 6 sanctuaires, je crois. Nous avons ici les forteresses, qu'il est possible d'aller réfugier l'un de nos clans. Et nous avons la capitale juste ici qui doit être magnifique une fois peinturée, ma foi. Quoique j'aime déjà le look de celle-ci comme ça, de façon naturelle. Capitale qui doit être une espèce de fortification plus efficace. Alors je vais me débarrasser de tout ça dans quelques instants. Mais pour l'instant, allons voir les fameuses cartes qui sont immenses. Alors regardez, comparativement à ma main, on est vraiment dans des cartes de format géant. Donc, petit running gag de déballage avec moi. Donnez-moi une note sur 10 pour ma capacité à ouvrir des paquets de cartes. Je crois que je ne me donnerai même pas la note de passage. Alors voilà notre immense paquet de cartes juste ici. Comme je vous le disais, elles sont très très grandes, d'une qualité qui, somme toute, est correcte. Là. Je dirais que ce n'est pas la top qualité incroyable, ahurissante, mais qualité qui est très 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 bien. Nous avons donc différentes sortes de cartes. On constate les symboles juste ici qui sont différents, mais également la couleur de celle-ci. Nous avons ici quelques petits aides mémoire, aides de jeu qui pourront être utilisés. Et nous allons donc avoir également des endos qui seront différents. Je ne me souviens pas à quoi font référence les cartes jaunes. Par contre, je sais que nous avons les cartes de saison juste ici, ainsi que les cartes de récit épique pour ce qui est des cartes rouges, qui seront des cartes plus puissantes, plus efficaces que les vertes. Et donc, les joueurs auront certaines de ces cartes en main. En début de partie, il y aura une espèce de petit draft de sélection de cartes qui va s'effectuer entre les joueurs pour décider des cartes avec lesquelles on commence la partie. Et nous avons donc les symboles juste ici qui nous indiquent dans quelle phase ces cartes peuvent être jouées, parfois dans différentes phases. Également un petit rappel de l'action de la carte et en cas de besoin, nous avons l'explication comme dans le cas des artisans et paysans. On nous indique que dans chaque territoire où vous êtes installé, vous pouvez ajouter un nouveau clan pour chaque citadelle dans ce territoire. Le symbole ici indique donc qu'il est possible d'ajouter de nouveaux clans, les clans étant représentés par l'un de ces personnages. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont différentes poses, parce qu'un personnage représente un clan. Et il y aura bien évidemment des cartes qui seront un peu plus agressives, bien qu'elles ne soient pas si nombreuses. Par exemple, la migration, vous l'aurez deviné, ces symboles nous indiquent que nous allons pouvoir nous déplacer et provoquer un combat, ou un conflit, déplacer un ou plusieurs de vos clans installés sur un même territoire vers un ou plusieurs territoires voisins et déclencher une attaque dans ce territoire. Un petit exemple pour les cartes supérieures, nous avons ici les... bon, j'ai pas choisi la plus facile à nommer, les Diarmuin des graines. Au moment où vous perdez un clan, cette carte peut être jouée instantanément. Replacez le clan perdu dans un territoire différent où vous êtes déjà installé. Cela ne provoque pas de conflit. Et finalement, nous avons ici des cartes jaunes qui sont peut-être les cartes,
relatifs aux territoires qui vont entrer en jeu, par exemple la mine de fer. Instantanément, au moment où vous effectuez une manœuvre attaquée, le joueur attaqué doit perdre un clan engagé et défausser une carte action plutôt que de choisir l'un des deux lors du conflit. Bref, voici le contenu de Inish. J'espère avoir su piquer votre curiosité. Je sais qu'on n'est pas entré dans les détails des règles. Sachez toutefois qu'il s'agit d'un jeu qui est très simple et dont la complexité vient des cartes que je viens de vous montrer juste ici. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions ou quoi que ce soit concernant ce titre. Je sais que Vincent a adoré son expérience avec Inish. Il y a une extension qui est prévue pour 2019, je crois. Alors, je vais certainement surveiller les informations concernant celle-ci. Vous pourrez d'ailleurs suivre la page de Matago pour être au courant des nouvelles concernant l'extension qui est à venir. Alors, moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.